Depuis leur départ du Pangaea, ils ont parcouru plus de 490 km sur la glace. 900 km les séparent de l'arrivée prévue au nord du Spitzberg, vers une latitude de 82 degrés nord. Une distance qu'ils doivent franchir en moins de 50 jours, sous peine d'épuiser leurs réserves de nourriture. On est dans la tente. Il fait nuit dehors. Ça sert plus à rien de filmer. En cette fin du mois de novembre, en plein cœur de la nuit polaire, les deux explorateurs ont deux nouveaux ennemis implacables, le vent et le froid. Porgy, tu vois la glace sur son visage, tu vois la fatigue, tu vois les yeux qui est creusé dans la tête. Et quand je voyais Porgy, j'imaginais comment moi j'étais. Tu vois un homme au bout de ses capacités physiques et mentales. Le mercure a chuté à moins 40 degrés Celsius. Telle une lame de rasoir, l'air environnant est un danger permanent. Y exposer n'importe quelle partie du corps devient risqué. Mon ongle est gelé. Et le bout de mes doigts aussi. Ça commence à s'infecter. Nous sommes des homéothermes, donc on doit maintenir notre température corporelle constante. Et lorsqu'on est exposé à des températures extrêmes et extrêmement froides, on va avoir ce qu'on appelle une vasoconstriction, donc une contraction de tous les vaisseaux. Malgré ses gants, les mains de Mike commencent à geler. Un phénomène que son corps a lui-même déclenché pour se protéger du froid. Les vaisseaux sanguins qui irriguent les extrémités se rétractent pour éviter que du sang trop froid circule vers ses organes vitaux qui doivent impérativement rester à 37 degrés Celsius pour survivre. Au bout des doigts, l'arrêt du flux sanguin empêche l'oxygène transporté par le sang d'alimenter les cellules qui meurent petit à petit. De petits cristaux de glace commencent alors à se former à l'intérieur du tissu. Si Mike ne fait rien, ce phénomène pourrait entraîner la perte de ses mains. Si on a une gelure, il faut absolument réchauffer les tissus. C'est quelque chose de progressif, de constant, qui prend du temps, au moins 1 heure. Et puis, normalement, le mieux, c'est de mettre les extrémités dans un liquide à 37, 38, 40 degrés, pas plus, mais à une température constante. Et lorsque on a réchauffé les extrémités, il peut y avoir lors de la décongélation l'apparition de petites ampoules, ce qu'on appelle des phlictènes, qui peuvent être plus ou moins infectés, plus ou moins hémorragiques. Et on peut être amené effectivement à les ouvrir pour évacuer tout ça. Je dois drainer l'infection. Donc, il faut aller sous l'ongle, à l'intérieur, et ensuite faire une petite ouverture pour laisser sortir le pus et éviter que ça s'infecte. Mike prend des antibiotiques pour éviter une infection généralisée qui le condamnerait. Car à cet endroit du globe, personne ne peut venir lui porter secours. Quand il fait moins 40, vous ne pouvez plus rien faire pour lutter. On avait beau manger d'énormes quantités de graisse, on continuait à perdre du poids. On n'avait même plus de gras sous la peau pour nous protéger du froid. À la fin de l'expédition, j'avais beau porter toutes mes couches de vêtements, j'avais l'impression d'être tout nu. Normalement, mes doigts ne souffrent jamais du froid. Mais là, je ne les sentais même plus. J'avais tellement froid. À ce moment du parcours, il ne leur reste que 15 jours de rations alimentaires. S'ils tiennent une moyenne de 20 km par jour, ils peuvent donc théoriquement progresser encore de 300 km. Le Pangaea, lui, est stationné à Longyearbyen, une petite ville située dans l'archipel norvégien du Svalbard. Le plan initial était qu'ils naviguent vers la latitude de 82 degrés nord pour récupérer les deux hommes. Mais sur place, la météo est exécrable.
S'il prend la mer, le Pangaea fera face à des glaces d'une épaisseur extrême, rendant la navigation très périlleuse. Ses chances d'arriver sur zone à temps seraient réduites à néant. Face à cette situation, Mike et Borghi doivent économiser à tout prix leur dernière ration de nourriture, le temps que leur équipe trouve une solution alternative. Pendant les 2 dernières semaines, on a fait en sorte d'étirer les jours. Une journée durait 30 heures au lieu de 24. Une semaine ne faisait donc plus que 6 jours au lieu de 7. Ça nous a permis d'économiser 2 jours de ration. Et au final, ça a fait la différence. Pendant ce temps, les filles de Mike et Lars prennent les choses en main. Plusieurs options sont envisagées et une question se pose. Faut-il arrêter l'expédition et aller secourir les 2 aventuriers pour les rapatrier? Le rapatriement en hélicoptère était en discussion. On savait que c'était pas l'option que notre père voulait avec cette expédition. Je pense que Pabst, dans sa tête, c'était qu'une option, c'était de quitter cette glace à bord d'un bateau. Et il voulait presque pas parler d'autre chose. Les filles de Mike se mettent en contact avec Lars Ebbesen, responsable des expéditions polaires de Borghi. Lars a identifié un bateau de pêche d'une 60aine de mètres stationné temporairement au Svalbard pour la saison hivernale. Baptisé le Lens, il est plus adapté à la navigation au milieu des glaces que le Pangaea. C'est lui qui a contacté le Lens pour voir si le bateau était disponible pour naviguer dans les glaces et pour pouvoir naviguer plus au nord que Pangaea. On voulait tellement que ça soit le Pangaea qui puisse aller les récupérer. Ça aurait été tellement beau qu'un voilier comme ça les retrouve là-haut. Ça aurait été vraiment parfait en fait. Mais ces expéditions ont tout un point commun. Rien ne se passe jamais comme prévu. Une fois qu'on a décidé que le Lens allait partir rapatrier Pabst et Borghi, il y a eu une sorte d'explosion dans les médias sur l'avancée et le progrès de l'expédition de Pabst et Borghi. Et c'était un moment déjà intense émotionnellement, car notre père était dans une situation un peu critique. On s'est concerté avec Jess et on s'est dit, je crois que ça fait plus de sens de ne pas partager cette information avec Pabst. Il n'a pas besoin de savoir que tout le monde s'inquiète pour lui. Nous, on recevait des messages de tous les côtés. « Oh, je suis désolée, j'espère que ton papa va survivre », alors que pour nous, il n'y avait pas vraiment de doute. On savait qu'il allait rentrer à la maison vivant parce qu'on ne lui avait pas vraiment donné le choix. Mike et Borghi, inconscients du tsunami médiatique qui se répand à travers le monde, jettent leur dernière force dans ces quelques dizaines de kilomètres qui les séparent d'un possible point de rencontre avec le bateau.